Chers amis internautes, bonsoir et merci de nous retrouver sur Dimanche Tout est permis. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Habib Ahandessi, jeune acteur politique, leader d'opinion. Et pour animer cette émission, je suis avec Chikris Chidi. Chikris, bonsoir. Bonsoir à vous, Koshimo Mbadji, Habib Ahandessi, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bénin Web TV. Nous sommes dimanche et tout est permis sur, bien sûr, les antennes de cette chaîne de télévision en ligne. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas vraiment, Habib Ahandessi, on peut dire que vous êtes l'un des jeunes les plus engagés du Bénin, notamment à partir de l'université d'Abomey-Calavi, où on vous a vu très engagé, très actif, peut-être même très violent vis-à-vis des autorités universitaires. Après, on vous a vu aussi dans des luttes politiques au plan national. En 2019, par exemple, vous avez été interpellé dans le cadre des violences post-électorales, disons même des violences électorales de 2019. Vous avez été ensuite libéré après l'adoption et la promulgation de la loi sur l'amnistie. Mais après, on vous a senti peut-être un peu plus tolérant vis-à-vis du chef de l'État et de tout son système. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous apporter la preuve, Habib, que vous n'avez pas trahi le mouvement estudiantin? Votre question est... Je ne la comprends pas. Est-ce bon que je n'ai pas trahi le mouvement étudiant en étant un peu plus modéré? Oui, c'est tout ça? à fait. Lorsqu'on vous a, par exemple, entendu à plusieurs reprises à l'université, votre fougue, votre énergie, on a l'impression que vous avez peut-être changé. C'est une impression. Sinon, je reste toujours engagé et je reste toujours celui-là qui est contre tout ce qui est imposture, tout ce qui est contre-vérité, tout ce qui est corruption, tout ce qui est injustice dans notre cher pays, le Bénin. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mon combat n'est pas contre des individus, mais c'est contre des faits. Et je n'ai pas d'ennemis. Il n'y a que des faits que je combats. Et il dit que est-ce que j'ai trahi le mouvement étudiant? La réponse est non. Le mouvement étudiant a un esprit et toute personne qui tente de le trahir, eh bien, aura le retour. C'est comme ça. Mais pourquoi on a senti peut-être que vous êtes devenu plus modéré? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je suis devenu plus modéré? Non, parce que je ne suis pas devenu plus modéré, sauf que avant désormais de prendre la parole, j'essaie de faire plus d'analyse et j'essaie de prendre des positions un peu plus... Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire responsable? J'avais des positions responsables. J'ai pris de l'âge et ce n'est pas la même fougue. Quand tu es plus jeune et après tu prends de l'âge, tu essaies quand même de voir, de savoir intervenir désormais pour quand même présenter quand même une position un peu plus responsable et un peu plus mature. Voilà. Mais la rupture a quand même été un peu trop brutale, non? La rupture n'est pas... Il n'y a pas eu de rupture. J'ai été toujours de l'opposition contre certains faits. Oui. Quand je dis, je ne suis pas opposant à des individus, je suis opposant à des faits. Et je suis resté opposant à ces faits. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains m'ont dit, mais pourquoi, après avoir fait tout ce combat pour que le système de la rupture soit installé, pourquoi aujourd'hui se retrouver au sein de l'opposition? Je dis, ce n'est pas moi. C'est des faits qui m'ont poussé à l'opposition. C'est des faits qui m'ont poussé à aller contre le régime que nous avons tous fabriqué. Donc, est-ce qu'il y a eu de rupture? La réponse est non. Habib Ahandessi reste toujours engagé et contre certaines décisions du pays. La transition, le mouvement étudiant, aujourd'hui, la politique nationale, comment est-ce qu'on l'explique? Parce que finalement, certains vous ont même accusé d'avoir exploité le mouvement étudiant pour vous faire une place au niveau de la politique nationale. C'est au Bénin, tu entends des choses du genre, parce que le mouvement étudiant a été toujours un tremplin. Vous êtes engagé à l'université, vous défendez certains faits, à des moments donnés, vous avez envie d'avoir plus de pouvoir afin de mieux agir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, les plus grands leaders politiques de ce pays viennent de la FESI, de la Fédération des scolaires et étudiants de la Côte d'Ivoire. Il faut dire, je n'ai pas quitté le mouvement étudiant pour la politique.
j'ai été toujours un jeune engagé en politique. Tout en étant à l'université, c'est ça? Oui, bien sûr, même avant l'université. Même avant l'université. Quand j'étais venu à l'université, j'ai été un peu plus concentré sur le mouvement étudiant sans pouvoir prendre une couleur politique, c'est-à-dire sans pouvoir être un militant d'un parti politique. Sinon, avant d'avoir le bac, j'ai été un acteur du pouvoir, un acteur du système ayant conduit Sévérin Adjovi au pouvoir à Ouidah. J'ai été le représentant des jeunes de l'arrondissement 1, plus précisément du quartier Abata 2. J'ai été même président des jeunes du système de Sévérin Adjovi. Et en 2011, je venais à l'université, j'ai eu fraîchement le bac, mais je faisais partie des 3 ou 4 jeunes ayant conduit la résistance contre la gestion de Sévérin Adjovi, à qui nous avons reproché un certain nombre de choses que nous avons fait savoir. Puisque vous en parlez, aujourd'hui, vous avez été parmi ces jeunes-là qui, entre griffes, ont chassé Sévérin Adjovi de la tête donc, de la mairie. Avec le recul, est-ce que vous regrettez ou vous pensez avoir bien agi, surtout quand on voit un peu comment est-ce que la mairie a été gérée après son départ? Cette question, je peux transformer cette question en me demandant, et sinon je transforme votre question, est-ce que j'ai regretté d'avoir fait les mercredis rouges? C'est la même chose. Est-ce que j'ai regretté d'avoir participé à l'installation du pouvoir talon? Et vous répondez quoi? La réponse est non. Puisque, vous savez, je ne suis pas des hommes, je ne suis pas des individus. À des moments donnés, il y a des faits qui se présentent à nous. Soit nous combattons ces faits, soit nous restons tranquilles. Et quand on combat un fait et que des individus qui peuvent changer à tout moment viennent au pouvoir et n'arrivent pas à corriger ce que nous avons eu à combattre par le passé, c'est dommage. Mais ces faits que nous avons combattus restent des faits nobles, restent des faits palpables. Et ces combats sont nobles. Si hier, il y a un ministre du régime de Boni Yahi qui a détourné de l'argent et que nous l'avons combattu, et que après, quand nous l'avons combattu, le système est passé et ceux qui ont pris le pouvoir ne sont pas arrivés à nous satisfaire, à montrer que oui, vraiment, vous avez fait un combat et aujourd'hui, ça a changé. La faute n'est pas au combat que nous avons à mener, mais la faute est au système, les individus qui malheureusement accèdent au pouvoir. Alors, est-ce qu'on doit dire que Célestine Adjanoun a trahi votre combat, c'est bien ça? La gestion de Mme Célestine est restée pour moi une gestion mitigée. Et vous avez remarqué qu'au petit matin de son installation, j'ai écrit un texte pour lui dire, moi je ne demande rien au nouveau système. Tout ce que moi je demande, c'est le développement de Ouidah. Et je suis resté dans cette position jusqu'à la fin de son mandat. Je ne dirais pas qu'elle a échoué, sauf que moi, mes attentes ne sont pas comblées. Personnellement ou sur le plan du développement de la commune? Personnellement, et même quand vous observez Ouidah, pour tout ce combat que nous avons fait, je pense que Ouidah n'a pas réellement changé sous la gestion de Mme Célestine Adjanoun. J'espère que notre frère qui est actuellement à la tête de la mairie, M. Christian Otiénou, va faire la différence. C'est notre espoir. Alors, puisque déjà, avant même d'arriver à l'université, vous étiez engagé en politique, et que au cœur même des moments étudiants, vous étiez encore au fait de l'actualité politique, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous aviez été peut-être manipulés ou que vous êtes des étudiants manifestants manipulés, à coup d'argent peut-être? J'ai toujours eu du mal à comprendre, par exemple, nos autorités ou bien ceux qui font ces genres de critiques. Vous voyez des décisions qui sont prises et qui n'arrangent pas la masse. Et des gens se lèvent pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Ils prennent le risque de dire, c'est un risque, de dire, nous ne sommes pas d'accord. Et au lieu de voir les faits, ceux-là revendiquent quoi? Ils demandent quoi? Nous ne nous sommes jamais levés pour dire que le pouvoir nous donne 1 million, 2 millions, ou bien Habib Arandessi réclame une allocation, une bourse personnelle. C'est les faits. Maintenant, on laisse les faits, on laisse ce qui gangrène la masse, et on dit, bon, qui sont ceux-là qui manipulent ces jeunes? Bien souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Non. Mais les gens n'ont pas pu peut-être inventer cela.
J'ai remarqué que chaque année, chaque époque, c'est toujours le même discours. C'est d'ailleurs pourquoi quand on dit vous n'êtes pas manipulé, je n'aime pas trop aller dans ce sens parce que c'est inutile. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Le combat est clair. Le risque que vous preniez est quand même très grand, plusieurs fois emprisonné et tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène les gens à penser que bon, ces jeunes ont forcément quelqu'un derrière qui les pousse? Et pourquoi je n'ai pas rejoint le pouvoir auquel j'ai participé bon, peut-être que du côté de l'opposition, il y a peut-être un peu... non, ce que vous ne voyez pas, au niveau de la mouvance, il y a moins de risques. Je ne serai pas... Le pouvoir ne peut pas m'envoyer en prison. Et je vais négocier des postes de responsabilité. J'ai des diplômes, j'ai un bagage, j'ai un charisme qui peut me permettre d'aller voir le pouvoir et faire des deals politiques comme certains jeunes l'ont fait. Est-ce que vous voulez dire, Habib, que pendant tout votre, on va dire, cursus universitaire, je veux dire cursus en matière de lutte estudiantine, vous n'avez jamais rien perçu de qui que ce soit? Vous pouvez le dire là? Rien du tout. Vous êtes certain? Rien du tout. Sauf que, vous savez, la lutte, quand vous allez, par exemple, quand vous avez une lutte devant vous à mener, et que vous avez, par exemple, besoin de banderoles, des banderoles rouges pour faire une marche à l'université, et que vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, par exemple, voir des anciens responsables à vous qui ont fait le combat comme vous, qui aujourd'hui ont une situation un peu plus acceptable que la vôtre. Alors la plupart sont sur la scène politique, parce que une couleur politique. Bien sûr, la plupart des gens qui ont lutté à l'université sont devenus des hommes politiques. Vous imaginez qu'il y a eu... Tout bord politique confondu. Vous imaginez qu'en 2016 ou 2014, il y avait un combat, je ne me rappelle plus trop, mais j'ai été voir un ancien responsable étudiant qui était de la mouvance. Je lui ai dit, là où nous sommes là, il y a feu. Et tu dois pouvoir nous aider. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, nous avons besoin des banderoles. Il a dit, mais vous voulez marcher contre le pouvoir? J'ai dit, non, moi je ne viens pas chez toi parce que tu es du pouvoir ou bien tu n'es pas du pouvoir. Je viens chez toi parce que tu as défendu les mêmes valeurs. Tu as défendu le drapeau étudiant. Et si aujourd'hui tes frères ont des problèmes, c'est tout à fait normal que tu puisses apporter quelque chose. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui ont fait le mouvement étudiant et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'appareil de l'État et qui prennent des décisions contre les étudiants n'ont jamais eu de conviction. Parce que le mouvement étudiant, c'est un esprit. Tu ne peux pas défendre un drapeau aujourd'hui et demain tu as le pouvoir, tu n'es pas capable d'améliorer, de participer à l'amélioration de ces étudiants que tu avais eu à défendre entre-temps. Vous vous dites quoi? Et en matière de mouvement étudiant manipulé, c'est un faux discours. Vous n'avez rien perçu de qui que ce soit. Pourtant, sous Boni Yahi, ça avait été ventilé que les étudiants avaient été manipulés pour rendre peut-être l'université vraiment troublée, pour polluer l'atmosphère, pour installer du désordre, j'emploie ce terme entre griffes. Personne ne vous avait jamais rien donné. Pourquoi? Vous vous souvenez de la fameuse expression, la télécommande de Paris, par exemple? Cette télécommande n'a jamais téléguidé les étudiants. Vous savez, depuis que monsieur... Parce que quand on parle de télécommande de Paris, il s'agissait de monsieur Patrice Talon, qui se retrouvait en ce moment en exil. Moi, je vais vous dire quelque chose. Une vérité, c'est... Nous aimons la vérité. Je l'ai toujours dit. Depuis que Talon a été en exil, jusqu'à son arrivée dans le pays, jusqu'à la prise du pouvoir, moi, Habib Arandessi, je n'ai jamais perçu, ne serait-ce que 5 francs chez le pouvoir. Depuis qu'il est sorti du pays, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que moi je fasse campagne pour son élection, je n'ai jamais reçu même pas 5 francs de son entourage. Vous savez, la seule personne que... Est-ce que vous avez été approché tout de même? La seule personne que moi j'ai rencontrée dans la machine de M. Patrice Talon, il s'appelait Olivier Talon, qui était le frère du président de la République. Je l'ai rencontré à Akpakpa. J'étais avec mes collaborateurs, on était une quinzaine. Et il nous disait, mais vous ne pouvez pas, vous les étudiants, vous ne pouvez pas faire tout ce qu'on a aujourd'hui et ne pas faire la rupture, c'est-à-dire Patrice Talon, votre candidature, puisqu'il incarne la rupture et vous voulez une rupture. C'est le seul discours, c'était en 1 minute, on n'a pas même eu le temps de parler. Mais par contre, nous avons été approchés par le pouvoir
le pouvoir de Boni Yahi. Et nous avons dit non, nous ne pouvons pas, parce que nous ne pouvons pas combattre une gestion et à la veille des élections ou bien... On vous a proposé de l'argent? Bien sûr. Mais... Combien? Pourquoi vous voulez savoir? Ça nous intéresse. On nous a proposé quand même assez... Combien de millions? Non, on nous a proposé quand même assez d'argent pour aller, pour faire de M. Lionel Zinsou notre candidat. Mais nous avons dit non. Moi, j'ai dit non. Ça a fait un débat au sein du mouvement dans lequel j'étais en ce moment, dont je suis le président. Ça a fait un grand débat, mais je suis arrivé à convaincre tous mes collaborateurs sur le fait que nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Parce qu'à l'époque, effectivement, vous aviez dit que vous ne vouliez pas accueillir Lionel Zinsou à l'université. Et miraculeusement, après, les étudiants ont dit oui, il peut venir. C'est quoi? Vous êtes entendu? Non, je vous explique. J'étais celui qui avait conduit la délégation ayant renvoyé Lionel Zinsou. Je ne l'ai jamais caché. Oui. C'était celui qui avait conduit la délégation. Sur quelle base avez-vous finalement accepté qu'il revienne? Non. Moi, je n'ai... Parce qu'il a été accueilli en pompe à l'amphithéâtre. Vous savez, l'université, c'est des rapports de force. Habib Arandessi ne dirige pas l'université d'Abomey-Calavi. Je suis un leader d'opinion et beaucoup d'étudiants m'écoutent, mais je ne suis pas le seul acteur de l'université. Je peux même vouloir faire quelque chose à l'université et que des gens se lèvent pour me bloquer. C'est un rapport de force. Si les rapports de force ne sont pas en ma faveur, eh bien c'est fini. C'est ceux qui ont la force qui dirigent. Quand Lionel Zinsou venait, nous on avait agi pas sous un angle politique. D'accord. On avait évoqué plusieurs problèmes. Il y avait une plateforme de revendication. Et en ce moment, c'était le président Assimanda, le président Prince Maurice Aké et Zinsou, Nicolas qui était à la tête des organisations fêtières. Et puis, nous, on a dit, vous ne pouvez pas venir sur le campus faire campagne avec les moyens de l'État parce que le candidat Lionel Zinsou était venu avec des véhicules, avec des gardes parce qu'il était Premier ministre. Moi, j'étais devant, je disais, non, tu ne peux pas venir à l'université avec les moyens de l'État en pleine campagne. Le petit portail est fermé. Les étudiants sont obligés de faire le tour avant de venir à l'université. Il y a trop de problèmes. Voici les revendications. Et tant que ces revendications ne sont pas satisfaites, eh bien, nous n'allons pas accepter que vous puissiez faire ce que vous voulez faire là. Mais après, puisque le président de la République, Boni Yahi, était tellement fâché, et du coup, des gens ont même transformé le sens de notre intervention le jour-là. Ils ont dit non, Patrice Talon était derrière, c'est lui qui a demandé aux étudiants d'empêcher Lionel Zinsou de faire son intervention, son discours sur le camp. C'était faux. C'était faux. Mais après, le pouvoir a approché certains responsables à l'époque qui ont accepté que le candidat Lionel Zinsou revienne faire sa campagne. Et nous ne sommes pas allés contre parce que c'est les rapports de force. Il y avait même les anciens responsables, les anciens présidents qui sont rentrés dans le jeu pour faire venir Lionel Zinsou. Et là, moi, je suis resté tranquille et l'objectif est atteint. J'ai fait passer un message avec mes collaborateurs et puis c'est tout. Quand Talon venait également, pourquoi on n'a pas empêché le candidat Talon de venir à l'université, par exemple? Les gens se sont dit, ils ont renvoyé Lionel, ils ont accepté Talon. Parce que Talon n'était pas dans nous, notre... ligne de mire? Non. Pourquoi? Non, Talon n'était pas... Vous le portiez déjà, c'est ça? Vous étiez amoureux de lui? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que notre intervention le jour-là n'était pas politique. Je répète, ce n'était pas politique. Le fait qu'on est allé... Il est souvent difficile de séparer la politique et le combat. Il y a eu une manipulation du discours au niveau de l'opinion. Des gens ont dit non, Talon. Quand Talon est arrivé, les gens l'ont accueilli. On a dit non, oui, ils ont renvoyé Lionel. Mais Talon n'était pas... Il n'avait pas la décision. Qu'est-ce qu'on allait faire contre Talon? Au contraire, quand il est arrivé, nous lui avions dit. Oui. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dis... Monsieur Patrice Talon, qui était candidat et aujourd'hui président de la République, a trahi les étudiants. Je vous dis pourquoi. Quand il était arrivé, je me rappelle, au sein de l'amphi Idriss Déby, il est allé même jusqu'à dire, mais les allocations que vous avez c'est misérable. Ça ne peut rien faire. Nous allons changer les choses. Nous allons montrer aux étudiants que quelqu'un peut améliorer leurs conditions de vie. Il a promis beaucoup de choses dans l'amphi Idriss Déby. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand il est arrivé, moi, j'ai fait une première conférence de presse pour dire, voilà, le président vient d'être élu,
nous n'attendons rien de lui. Parce que moi, j'ai toujours dit, généralement, je n'attends rien d'un régime. Tout ce que moi, je veux, c'est que les choses changent pour qu'on puisse dire, ouais, nous sommes fiers d'avoir fait ce combat. Et si les gens viennent au pouvoir et que des choses ne changent pas ou bien les choses s'aggravent, c'est tout à fait normal qu'on se lève pour les combattre encore. Donc, quand le président est arrivé, il a promis un tas de trucs. Mais au matin, vous vous rappelez, c'est contre nous le pouvoir agit. Le fameux décret. Mais non, ce n'était pas le décret. Au début, c'était la suppression des activités. Même avant même la suppression. C'est nous que Toboula a réprimé à la hauteur de la bourse du travail. Le 24 juillet, vous vous rappelez, la ligne rouge. On nous a empêchés, au matin du pouvoir, on nous a empêchés d'aller au ministère de l'enseignement supérieur pour aller présenter nos revendications. Parce que c'est vraiment parce que vous étiez trop pressés. Non, les gens sont allés loin. Ils ont dit qu'on a voulu même marcher sur la résidence du chef de l'État. Et c'est là que j'ai dit, mais comment ces gens-là réfléchissent? Nous sommes au matin d'un pouvoir que nous-mêmes nous avons fait. Et vous nous dites que nous voulons marcher sur la résidence du chef de l'État. C'est parce qu'on avait espoir. On s'est dit, si on fait cette marche, pour quelqu'un qui est le fruit de nos luttes, il doit pouvoir nous écouter. Alors, Habib Ahanissi, tout à l'heure, on va parler de votre engagement politique en bonne et due forme. Mais, excusez-moi, lorsque vous regardez un peu la façon dont vous avez travaillé, disons même la façon dont vous avez lutté, on se rappelle de mai 2015, où les étudiants ont barricadé des voies pour empêcher... Le 4 mai, tout à fait, pour empêcher, on va dire, l'interpellation de candidat Zanaï. À l'époque, c'était, on va dire, un combat entre deux hommes politiques, Boniaï et candidat Zanaï. On a presque du mal à réaliser la part de responsabilité des étudiants dans ce combat-là, par exemple. Est-ce que, de plus en plus, vous n'avez pas l'impression que ceux qui vous taxent d'être manipulés, d'être peut-être téléguidés, ont raison lorsqu'on vous voit lutter sur des terrains éminemment politiques comme celui-là, par exemple? Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Oui, il y a eu beaucoup d'exemples. Tout à fait. Quand la politique, je pense que c'est le cordon ombilical de toute société. Tout individu est politique. Que vous soyez engagé pour prendre le pouvoir ou pas, vous êtes politique. Et quand on parle de politique, il y a ce qu'on appelle les questions de liberté individuelle et collective. Quand on décide de vous prendre, vous, pour avoir dit certaines choses sur ce plateau, et moi j'apprends que vous êtes interpellé parce que vous avez dit le président j'aime le pouvoir. Le président a détourné. Le président est un autocrate. C'est un dictateur. Vous ne l'avez pas insulté. C'est votre droit de dire ce que vous pensez de votre président de la République. C'est votre droit absolu. Et la Constitution a été claire. Nous sommes des citoyens. Mais après, il ne faut pas aussi faire outrage. Quand on dit outrage, quand vous insultez, quand vous dites le président est un imbécile, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites le président c'est un impuissant, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites le président, c'est un irresponsable dans sa famille, il n'est pas arrivé à garder ses enfants. Je ne suis pas d'accord. Parce que là, vous insultez la personne du président. Mais quand vous dites qu'il gère mal le pays, c'est la posture du président de la République. C'est votre droit en tant que citoyen. Monsieur Patrick Talon est un dictateur. Vous ne l'avez pas insulté personne. Vous estimez que sa gestion-là frisa de la dictature. Et c'est votre appréhension. Et on ne peut pas vous interpeller pour ça. Et quand on vous interpelle pour ça, moi, je peux déplacer des milliers d'étudiants pour vous défendre. Parce que si aujourd'hui c'est votre cas, c'est votre tour, et que moi je croise les bras, j'observe, demain c'est mon tour. Et si demain c'est mon tour et que des gens croisent les bras et regardent, on va nous prendre un à un. C'est une lutte populaire. Et quand c'est des individus qui se retrouvent au centre de ces luttes, des gens pensent que non, nous défendons des individus. Non, c'est comme le cas du président Sébastien Adjavon. On dit non, tu es de l'USS, c'est pourquoi tu défends. Je dis, mais si un pouvoir peut décider de qui sera président d'un parti politique ou pas, mais demain ne soyez pas étonnés que lorsque vous allez vous retrouver dans une position où vous dérangez le pouvoir, qu'on vous empêche, vous, d'être président de votre parti politique. Non, parfois, vous n'avez pas l'impression que ce sont des combats qui vous dépassent parce que vous êtes... Peut-être vous manifestez les mains nues de pauvres étudiants face à une grosse machine devant. À la limite, vous n'aviez que des pieds. Tout à fait. Non. Vous finissez encore interpellé, gazé, blessé, etc. Emprisonné peut-être. Moi, j'ai toujours dit, un pouvoir a
un régime a tout le pouvoir de vous faire du mal. Il faut accepter, prendre le risque. Quand vous vous engagez, c'est que vous savez que tout peut arriver. Mais pour quel intérêt, justement? Pour quel intérêt? Oui. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, ce qui fait un homme, c'est son histoire. Vous pouvez être riche. Il y a des gens qui sont plus riches que Habib Arandessi, mais qui n'ont pas la même considération que moi. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience politique que moi, mais qui n'ont pas la même considération que moi. C'est une question, c'est l'histoire que vous écrivez. Contrairement à nous autres, aux Africains ou bien aux Noirs ou bien à une catégorie de jeunes qui pensent que c'est avoir beaucoup d'argent qui fait de vous ce que vous faites, ce que vous êtes. C'est faux. C'est votre histoire, c'est votre capacité à dire non face à l'injustice. Parce que c'est ce qui va vous suivre. Demain, lorsque vous allez partir, des gens vont dire, mais ce jeune-là, quand il était là, quand ce n'est pas bien, il a le courage de le dire. C'est l'intérêt. Vous avez une histoire à raconter. Et c'est justement, c'est parce que j'ai une histoire à raconter que vous m'avez invité sur ce plateau. Il y a des gens que vous n'allez pas inviter parce qu'ils n'ont pas d'histoire à vous raconter. Moi, j'ai une histoire à raconter et ça fait partie de... C'est-à-dire, c'est ma vie. Et moi, je ne vais jamais cesser de dire ce que je pense face à certains... Vous allez demeurer un opposant à vie? Non, je ne vais pas demeurer un opposant à vie. Je ne suis pas, excusez-moi, entre griffes. Et les gens n'aiment pas, certains n'aiment pas, certains camarades n'aiment pas quand je dis ça. Je ne suis pas un communiste. Excusez-moi, je ne suis pas. Souvent, ils vont se sentir... Ouais, les gens pensent que... Non, des gens se disent que, bon, je suis proche des communistes. Je ne suis pas un communiste. C'est quoi, c'est un péché d'être un communiste? Non. Vous les taxez d'être trop extrémiste? Justement, votre méthode... ça sent du communisme, mais je ne suis pas communiste. Quand je dis je ne suis pas communiste, excusez-moi, peut-être que lorsque je vais descendre de ce plateau, des gens vont me critiquer. Ce n'est pas un souci, je dis ce que je pense. Tout est permis. Oui, je dis ce que je pense. Oui. Les communistes ont été toujours contre tout, même contre des gens qui ont fait des combats avec eux et qui sont là encore avec eux. Vous savez, pour avoir fait beaucoup d'expériences avec beaucoup de jeunes communistes, quand vous faites le combat et qu'à un moment donné, quand vous demandez 10 choses et qu'on vous donne 9, et que à la 10e, vous ne vous êtes pas mis d'accord, les communistes vous traitent de vendus, de corrompus. D'accord. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous êtes contre eux. On ne va pas beaucoup parler d'eux, puisqu'ils ne sont pas là pour répondre. Alors, Habib Arandessi, vous êtes engagé formellement au sein d'une formation politique qui, malheureusement, n'existe plus maintenant au regard des textes en vigueur. Nous existons. Vous allez peut-être répondre à ça tout à l'heure. Et vous êtes donc, vous l'avez déjà dit, au sein du parti Union Sociale Libérale, USL, mais vous dites que le parti existe comment? Le ministère de l'Intérieur vous a donné votre récépissé? Je voudrais vous expliquer ce qu'on appelle résistance, parce que beaucoup n'ont pas compris. Oui, d'abord pour que ça ne nous échappe pas. Le parti qui vous avez eu votre récépissé? Je sais ce que je suis en train de vous expliquer. D'accord. Nous sommes dans une résistance contre la dictature, contre l'imposture. Vous pensez qu'il y a la dictature au Bénin? Je pense... C'est pas que je pense. Il y a la dictature au Bénin. Qu'est-ce qui vous permet et je l'affirme. Quand des gens se lèvent pour dire nous ne sommes pas d'accord, et que hier, ces mêmes personnes ont dit nous ne sommes pas d'accord. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient d'accord avec eux. Et une fois au pouvoir, ces mêmes choses se reproduisent. Et certains disent encore nous ne sommes pas d'accord et qu'on les interpelle, on appelle ça de la dictature. Quand on empêche une partie de la classe politique de participer, d'animer la vie politique de notre pays, on appelle ça de la dictature. Non, mais qui empêche qui? Justement, qui empêche qui? Je vais vous dire, oui, vous savez, soyez concret. C'est pas parce que, c'est pas quand on force les lois, on force le vote des lois, quand on impose des lois aux gens, qu'on est en train de... Vous voulez parler de quelle loi? Par exemple, quand je prends la loi sur la charte des partis politiques et le code électoral. Oui. Je prends un élément, le certificat de conformité. Oui. La loi n'a jamais parlé du certificat de conformité. Donnez-moi une seule ligne de la loi où on parle de certificat. Mais si c'était une solution trouvée par la Cour pour régler... Vous voyez, les gens font de l'acrobatie juste pour répondre à leur propre intérêt. Et c'est au nom de ce certificat de conformité qu'on a écarté. Vous avez fait de l'acrobatie. Et vous vous permettez, au nom de cette acrobatie, d'écarter une partie de la classe politique.
par rapport à l'USL que vous estimez. On n'estime pas, c'est que le parti n'existe pas. Le parti n'existe pas pour ceux qui nous gèrent et qui s'imposent aujourd'hui parce qu'ils ont le pouvoir. Parce que demain, ils n'auront pas le pouvoir, c'est clair. Oui, mais Habib, c'est clair. Ils s'imposent aujourd'hui. Lorsque les gens ont le pouvoir, et il y a des lois qui sont votées réglementairement à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que les deux lois dont vous avez parlé là, le code électoral, la charte des partis politiques, ont été votées au cours de la 7e législature. Bien sûr. Avec en son sein encore des députés que vous connaissez, l'opposition, bien sûr, tout ça, d'autres. tout à fait, Djanotin, etc., etc. La charte des partis politiques, par exemple, avait été adoptée à l'unanimité. Le code électoral a été adopté avec 75 voix pour. Bon, alors, est-ce que, lorsque vous considérez ces deux paramètres-là, par exemple, ou lorsqu'on adoptait la charte des partis politiques, c'est seulement l'honorable Guy Mitop qui a voté contre, est-ce que là, on leur a imposé une loi? Vous savez, tous les partis politiques ont fait les démarches pour se conformer à la charte des partis politiques. D'accord. Sans exception. Mais nous avons remarqué, comme d'habitude, que derrière ces lois qui étaient votées se cachait la ruse. C'est la même loi votée qui a été manipulée dans ce pays pour qu'on parle de syndicat de conformité, non. Quand on votait la loi, on n'a jamais parlé d'un certain nombre de paramètres. Quand on empêche Sébastien Ajavon d'être président d'honneur de l'USL, et on dit qu'il est d'une condamnation, qu'il est condamné, judiciaire, qu'il est condamné. Vous savez que ça a été, c'est une incantation en réalité. Comment? C'est une incantation parce que, écoutez, c'est une incantation sur deux points. Le premier point, pour avoir parlé de condamnation, le président Sébastien Ajavon a fourni un certain nombre de dossiers délivrés par l'État béninois. Les gens étaient étonnés de voir que ce qu'ils sont en train de dire, c'est resté au sommet en réalité. Vous avez eu connaissance de ça. De son casier judiciaire. Ça, c'est comment est-ce que ça s'explique d'ailleurs? Il est condamné, il se retrouve avec un casier judiciaire. C'est la preuve que des gens sont dans la supercherie. C'est la preuve. Le président Sébastien Ajavon n'a jamais inventé son casier judiciaire. Ça a été délivré. N'est-ce pas? De deux, le président Ajavon a fini avec les histoires de condamnation. Il a gagné toutes les batailles devant les coups les plus crédibles. Pas celles qui sont... la cour de répression des infractions économiques du terrorisme. La candidat l'a condamné à 20 ans. Mais si le candidat d'hier, Patrice Talon, qui disait un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou, et que lui vient au pouvoir, sa criette condamne Sébastien Ajavon. Non, pourquoi sa criette? Je dis sa criette parce que nous avons vu dans quel contexte... Mais nous avons vu dans quel contexte la criette a été créée. Nous avons vu également les discours autour de la criette. Des gens ont montré que juridiquement, la criette n'existe pas. Non mais Habib, ne mélangeons pas les choses. Ce qui avait été reproché à la criette, c'était l'absence du double degré de juridiction. Vous vous souvenez? Désormais, ça a été corrigé. Bon, alors, lorsque vous voyez le fonctionnement de la criette, vous savez qu'au-delà des dossiers politiques, il y a beaucoup de dossiers des citoyens ordinaires qui sont impliqués dans telle ou telle affaire de trafic de drogue, de détournement de fonds publics, etc., qui sont condamnés au quotidien. Est-ce que, si vous considérez ces statistiques-là, vous ne vous dites pas que, mais franchement, ça appuie-toi trop sur le sort des hommes politiques, alors qu'il y a de pauvres citoyens qui n'ont personne, qui sont condamnés parfois durement? Vous savez, la criette a été une cour politique. Et moi, chez moi, c'est clair. Donc vous fermez les yeux sur tout ce que je viens de dire? Non. C'est de la ruse. C'est venu après. La criette, quand la criette a été mise en place, vous avez vu les premiers agissements de la criette. La criette elle-même s'est auto-saisie de certains dossiers, comme celui de Sébastien Ajavon. La loi lui donne... comme celui de Sébastien Ajavon. Et par la suite, nous avons vu tout ce qui a été fait jusqu'à la condamnation du président Sébastien Ajavon. Quand le président Sébastien Ajavon a été condamné, il est allé devant des cours supra. La Cour africaine des droits de l'homme. Il y a eu plusieurs cours. Ce n'est pas seulement la Cour africaine des droits de l'homme. Les mêmes cours que le candidat d'hier, l'homme qui était en exil hier, M. Patrice Talon, avait saisi une fois qu'il était en exil. Et vous avez dit que nous avons une certaine souveraineté. Juridiquement, cela ne tient pas. Nous avons signé un certain nombre d'engagements, un certain nombre de protocoles.
c'est parce que nous savons la position du président Sébastien Adjavon. C'est pourquoi on ne veut pas respecter les décisions de justice. Quand ça arrange le pouvoir, on dit ouais, la Cour a débouté tel individu en faveur du pouvoir. Mais quand ça n'arrange pas le pouvoir, on dit non, notre État a une certaine souveraineté et n'est pas amené et n'est pas obligé de respecter les décisions de... Qu'est-ce qui empêche l'USL de respecter cette exigence du ministère, c'est-à-dire entre griffes et caté? C'est le statut de l'USL. Aux yeux de la justice béninoise, il ne faut pas se cacher, il est sous le coup donc d'une condamnation. Et c'est compréhensible qu'on ne puisse pas lui permettre donc d'être membre ou bien même d'être président d'honneur d'un parti politique. Qu'est-ce qui empêche l'USL entre griffes de l'écarter, quitte à obtenir son récépissé? C'est le statut de l'USL. Je vais vous dire, l'USL est un parti politique. Et l'USL doit se battre pour les libertés individuelles de chacun de ses militants. Mais ce n'est pas en s'opposant à cette exigence que la condamnation va disparaître. Si le ministère de l'Intérieur demande à ce que moi je ne sois pas militant de l'USL, l'USL va se battre pour que je sois militant. Si vous avez été condamné par la justice. Mais écoutez, le cas de Sébastien Adjavon, nous connaissons ce cas. Cette condamnation, elle est politique et nous avons cassé cette condamnation. Oui, mais là n'est peut-être pas le débat. On ne cherche pas à savoir est-ce que c'est politique ou pas. Si la justice l'a condamné et que vous avez pour ambition de changer les choses, venir au pouvoir et corriger les choses. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il faut parfois faire ce sacrifice-là, c'est-à-dire alors à la lutte, on fera beaucoup de sacrifices. L'extraire on va dire du bureau politique du parti, se conformer, avoir une existence légale aux yeux de cette loi que vous peut-être vous décriez. Et après, vous faites campagne pendant les élections à venir, vous accédez au pouvoir et vous corrigez. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Non, écoutez, à la lutte, là, on risque de faire beaucoup de sacrifices. Mais vous savez que si nous écartons la politique de la chaise n'a jamais rien arrangé. Si nous écartons aujourd'hui Sébastien Adjavon, demain nous allons écarter Donkla Mabalo. Après, demain, nous allons écarter Habib Arandessi. En tout cas, nous allons écarter l'autre, la Rungweji, Stanislas. Oui, mais... nous allons tous écarter. Nous allons écarter. Parce que chaque fois qu'un militant... Est-ce à dire que le parti USL est un parti personnel de Sébastien Adjavon? Est-ce que l'USL ne peut pas vivre sans lui? Sébastien. Oh non, comment vous pouvez dire ça? C'est une question. Sébastien Adjavon n'est pas au pays. L'USL continue les militants de l'USL continuent de se voir et de s'organiser. Vous êtes sûr? Qui vous dit qu'il y a beaucoup de démissions? Non, vous savez, on est libre. Nous ne sommes pas comme certains partis politiques. Quand vous déposez une lettre de démission, on vous répond, on dit que vous ne pouvez pas démissionner. Ce n'est pas ça au sein de l'USL. Non, mais il y a des gens massivement un militant de l'Union progressiste qui a... Est-ce que vous voulez dire que le parti n'a pas été fragilisé? Non. C'est normal ce que vous dites parce que beaucoup sont partis. Je vais vous dire pourquoi les gens sont partis du parti. Chacun vient dans un parti politique avec ses convictions, avec ses objectifs. Il y a des gens qui viennent dans des partis politiques à cause de l'argent. Des gens m'ont dit, mais Habib, qu'est-ce que tu trouves au sein de l'USL? Qu'est-ce que tu trouves? Parce que ceux avec qui nous étions hier, des jeunes comme nous qui étaient au sein de l'USL, sont finalement partis. Et les observations qui ont été faites, je vous dis, je fais les mêmes observations, mais je ne suis pas parti. Quand on me dit, par exemple, on ne trouve plus rien au sein du parti, il faut quitter. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Vous ne trouvez vraiment plus rien? Non, mais le parti politique n'est pas une banque pour chaque fois vous donner de l'argent. Mais il semble que quand le président Donnet était là, ça coulait beaucoup. Non, justement, vous savez, un parti politique se doit d'entretenir ses militants. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des cotisations au sein des partis politiques. Vous savez, au sein des partis politiques... Donc, vous entretenez beaucoup et là, maintenant, au sein des partis politiques, au sein des partis politiques, le chef, le patron a des problèmes. Écoutez, dans tous les partis politiques, il y a de l'entretien. Dans tous les partis politiques, il y a entretien des militants. S'il y a un parti politique au Bénin qui n'entretient pas ses militants, donnez-moi l'exemple de ce parti. Entretien, c'est-à-dire quoi? On donne un salaire mensuel, hebdomadaire. Il y a par exemple ceux qui communiquent pour le parti qui ont un salaire mensuel. D'accord. Lorsque vous venez sur ce plateau, par exemple, à la fin, vous avez votre président. Au nom du parti, et si c'est mon rôle, parce que quand vous avez les tests
d'un parti politique. Quand je prends l'Union progressiste, c'est un peu partout. Vous avez ceux qui sont même des fonctionnaires, qui sont militants du parti, mais qui sont des fonctionnaires du parti politique. Et ceux-là sont payés par moi. Est-ce que c'est votre cas, vous? Moi, parce que le parti n'est pas encore autorisé. C'est vrai que vous, dans votre tête, vous êtes dans une certaine posture à dire que le parti existe. Oui. Mais soyons réalistes, aux yeux de la charte des partis politiques actuellement, le ministère ne vous a pas encore délivré un récépissé. Est-ce que, à l'heure actuelle, lorsque vous voyez peut-être certains comme Landry Vaudi qui sont partis, vous avez l'honorable Kenjaouri qui était parti, ce sont de gros morceaux qui sont en quête de survie politique. Oui. Aujourd'hui, y a-t-il un avenir à rester encore à l'USL? Moi, j'ai toujours dit, c'est pas parce que votre parti politique rencontre des difficultés qu'il faut quitter. Moi, j'ai appris à être... L'avenir est sombre. Non, j'ai appris à être militant. Et je suis un militant. Le militantisme, je l'ai appris. Et chaque jour que Dieu fait, je fais un pas en matière de militantisme. Et dans ce que nous appelons le militantisme, il y a ce qu'on appelle la constance, la fidélité et la loyauté envers son engagement. C'est pas parce que l'USL connaît des difficultés, c'est pas parce que l'USL a refusé de se soumettre au chantage du pouvoir que des gens vont se lever pour dire, bon, que moi je vais me lever pour dire, je quitte mon parti politique parce que mon parti a des difficultés. Qui vous dit que demain nous n'allons pas nous lever et mieux nous organiser et puis le pouvoir ne va pas tomber, que nous allons devenir ce que vous dites là, nous serons reconnus par le pouvoir qui va s'installer. Qui vous dit ça? Il faut plutôt se battre. Lorsqu'on regarde un peu l'architecture politique aujourd'hui, au niveau de la résistance, vous avez évoqué ce concept tout à l'heure. Il y avait au fronton un homme politique qu'on appelle Candidat Zanaï, qui drainait cette résistance-là. Mais subitement, son parti restaurait l'espoir et allait se conformer. Il a eu son récépissé. Oui. Plus tard, c'est vrai, on va peut-être faire le débat sur FCBE de différentes manières, mais FCBE, il y a FCBE qui est reconnu aujourd'hui. Bon, lorsque Boni a quitté cette version de FCBE, vous savez, il y a un parti actuellement en gestation au ministère dont la naissance est peut-être vivement attendue par les uns et les autres, les démocrates. Oui. Bon, ça dit que les mêmes acteurs qui avaient décrié le système ont peut-être décidé d'aller se conformer. Oui. Mais pourquoi vous ne faites pas pareil? C'est le choix. C'est pas parce que hier j'ai fait le système de la rupture. Hier, j'ai fait Talon. C'est pas pour cette raison que aujourd'hui, quand pour moi j'ai mal, je vais le rejoindre. C'est un choix. Nous avons dit, nous avons combattu toutes ces lois. C'est pourquoi ceux qui, hier, ont combattu ces députés qui sont installés au prix du sang et qui, aujourd'hui, sont candidats et veulent négocier leur parrainage, je me dis, il y a un problème. Quand vous dites non, soyez dignes. Nous, on a dit non à ces lois. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a dit, nous n'allons pas céder au chantage, quel que soit ce que ça va nous coûter. Vous dites qu'il n'y a pas d'avenir. Moi, personnellement, je dis, j'ai d'avenir en politique, je suis très jeune. Dans l'USL? Bien sûr que c'est dans l'USL. Pourquoi vous dites l'USL va toujours exister? Pourquoi? Parce que les hommes qui constituent l'USL, nous ne sommes pas tous partis. Moi, chaque fois que je fais une intervention quelque part, je dis, préciser que je suis militant de l'USL. Oui, mais dans ce cas, les partis politiques survivent dans la durée grâce aux cotisations des militants, grâce à l'action commune de tous les membres du parti politique. On a l'impression, et c'est peut-être l'un des objectifs de la réforme du système partisan, c'est vrai qu'on ne va pas évaluer cette réforme ici, on n'en a pas le temps, de dépersonnaliser les partis politiques, de faire en sorte que les partis ne soient pas essentiellement et uniquement basés sur la poche du président du parti. Est-ce que, si vous regardez l'USL aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des indicateurs, par exemple, les cotisations des membres, une action économique commune qui va peut-être faire durer le parti dans le temps? Pourquoi pas? Vous savez, beaucoup sont partis du parti parce que, je l'ai dit. Parce que je pose la question. Je l'ai dit sur ce plateau. Dans le contexte où on a commencé à parler de l'entretien des membres tout à l'heure, alors que Sébastien Diavon en a pour 20 ans, à moins qu'un régime vienne peut-être le gracier ou annuler sa condamnation. Non, la condamnation de Sébastien Diavon est annulée. Ce n'est qu'une question de temps. Par qui? Par qui? Qui l'a annulé? Là, on est peut-être sous-informé. La condamnation de Sébastien Diavon est annulée. Par qui? Tout ce que les gens font. Oui, oui. Par qui? Non. Écoutez. Non, vous n'allez pas pouvoir laisser ça passer comme ça. Qui a annulé cette condamnation? Moi, je dis, la condamnation de la criette n'existe plus.
Ça a été annulé par qui? Par Quand il y a vous? une décision, Oui, quand il y a une décision oui, qui est supra, oui. on dit souvent quand il y a un décret qui est en cours Oui. et qu'un autre décret qui vient du plus haut Oui. vient là, Oui. ça abroge le décret antérieur. Vous parlez Je de dis, la décision de la Cour africaine? Cour Oui. a déjà fini avec la décision de la criette. Donc il peut revenir alors? Même si, Oui. non, le pouvoir a pris acte, le régime a pris acte. Si pour des raisons politiques, on ne laisse pas Sébastien Adjamon descendre dans son pays, je dis, ce n'est qu'une question de temps. Il va descendre. Monsieur Tangon est descendu, non? Pourquoi vous dites qu'il ne va pas descendre? Donc vous gardez espoir. C'est pas que je garde, je fais le combat pour qu'il descende. Et il va descendre. Parce qu'il est un militant, il est un militant de mon parti politique. Il fait partie de mon parti politique et c'est mon devoir de défendre tous les militants de mon parti. Et si hier nous avons défendu un monsieur qui était en exil, vous savez en 2012, le président d'aujourd'hui, le président de la République actuelle était en exil. Nous avons fait le combat. Et quand je vois des gens même qui parlent aujourd'hui et qui disent non, c'est normal qu'on le renvoie du pays, et avec qui hier nous avons fait de terribles combats. Moi je vois des gens qui viennent sur des plateaux aujourd'hui, qui avaient un discours contraire à ce qu'ils disent aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle, on avait appelé à une marche de l'opposition sur la place de Lénine. La marche allait échouer à la place de Lénine. Sous le régime Yahi. Yahi. Et le jour-là, le régime a interdit la marche. On a fait un communiqué pour dire, voir l'agglomération, la proximité avec le marché, tout ça là, qu'on ne peut pas marcher. Et ça a été, ce n'est pas la seule marche qui a été interdite. Et le jour-là, nous avons dit, il y avait M. Holden à la Dati, M. Yambi Apollinaire qui était mon enseignant en ce moment, il était assistant d'un professeur. J'étais en deuxième année ou en troisième année. J'étais en deuxième année. Nous avons dit non. Dans notre pays, pour avoir fait déjà plus d'une vingtaine d'expérience en matière de démocratie, vous allez nous empêcher de marcher. Et le jour-là, je vous dis, nous avons défié la police. C'était pas la joie. Et quand on est allé sur la place de Lénine, quand la marche a échoué là, je me rappelle, il y avait l'actuel directeur de la loterie nationale. Je vous dis, il faisait un AVC. Il était fatigué. Je faisais partie des jeunes qui l'ont gardé. Et quand aujourd'hui je vois ces mêmes acteurs dont je viens d'appeler le nom, je dis non, nous sommes dans un état où il faut tout changer, plus de pagaille, plus de marche, on ne peut pas marcher comme on veut, on ne peut pas faire des grèves comme on veut. La personne n'a dit qu'on ne peut pas marcher, hein. Il y a une autre comme ça. Oh non, quand même, la fois dernière, quand non, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand vous me dites ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Non, mais dans un pays où, lorsque vous considérez la décision de la mairie de Cotonou, dans notre pays, le Bénin, la Constitution n'a jamais donné le pouvoir à un maire ou bien à un préfet d'interdire une loi. Il faut encadrer. Non, justement, on n'interdit pas une marche. C'est ce que nous avons refusé sous Yahi, non? On n'interdit pas, le régime n'a pas le pouvoir d'interdire une marche. Nous sommes dans un état. Le régime préteste des risques de trouble à l'ordre public. Je vais vous dire le pouvoir du régime. Oui. Le régime, quand vous voulez marcher dans un pays démocratique, vous écrivez, vous informez l'autorité. Oui. La mairie, la police si vous voulez, la préfecture, le territoire concerné. Et c'est au régime de déployer les forces nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage ou bien de trouble. Parce que vous imaginez si vous devez marcher contre une décision du pouvoir et que vous devez aller demander une permission au pouvoir, mais c'est clair qu'on ne peut pas vous permettre de marcher. C'est d'ailleurs pourquoi la Constitution n'a pas prévu qu'on demande la permission. On déclare, on informe. Et c'est à la police ou bien au préfet de déployer. On peut déployer 1000 policiers pour encadrer la marche pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais on ne peut pas l'interdire. Très bien. C'est aujourd'hui, ces gens-là aujourd'hui disent qu'ils sont en train de faire démocratie. Mais c'est avec eux, nous avons fait le même combat hier. D'accord. Alors, c'est malheureux. Justement, parlant des manifestations en 2019, vous étiez contre
les élections législatives. Vous Les avez élections battu le exclusives. macadam. Vous avez battu le macadam à plusieurs reprises. Vous étiez très actif dans la rue, au point d'être interpellé par le système en place. Vous avez fait la prison. Comment est-ce que ça s'est passé? D'abord, vous avez dit certaines choses, je ne suis pas trop d'accord, mais Oui. allons-y. Vous êtes libre. Allons-y. Si vous avez des choses à rectifier, allez-y. Habib Ahmedessi, dans le combat, ça fait 7 fois le violon et 2 fois la prison. À l'université, j'ai été plusieurs fois arrêté. À un moment donné, certains ont même dit que c'est votre seconde maison. Oui, c'est ma seconde maison parce que chaque fois quand je me lève pour dire, c'est normal, hein, ça ne me dit absolument rien parce que le jour que vous allez entendre qu'on a arrêté Habib pour escroquerie, pour vol, pour viol, pour crime, alors dites ce monsieur, il n'est plus normal. Mais si vous entendez, bon, il a parlé du président, on l'a arrêté, ne soyez pas étonnés, c'est forcément vrai. Ça ne me dit absolument rien du tout. Parce que c'est ma conviction. Et je ne vais jamais cesser de dire ce que je pense. Maintenant, pour les événements de 2019, Oui. nous avons été interpellés. Mais dans quel cadre? On nous a accusés d'avoir... Moi seul, on m'avait accusé de... il y avait au moins 3 chefs d'accusation qui changeaient au fur et à mesure qu'on avançait dans la procédure. On a fait des suppositions. C'est des suppositions, hein, parce que durant tout mon séjour en milieu carcéral, on ne m'a jamais montré une preuve contre moi. Mes avocats ont exigé. Quelles sont les preuves? Vous l'accusez de quoi? Au moins si vous avez des vidéos ou bien des photos de sa présence sur les lieux, mais il faut les brandir. La justice se base sur des preuves, pas sur des supputations ou bien des suppositions. Mais on a dit, il y a eu un événement à l'université où les organisations étudiantines ont décidé de ne accepter aucun parti politique sur le campus universitaire du moment où il y a des revendications qui sont en cours. On se souvient de cette manifestation de l'UP qui a été empêchée. On a dit, Habib Ahmedessi n'était même pas sur le terrain. On a dit, puisqu'il est un leader du monde étudiantin, il a forcément quelque chose à voir. Comment la justice peut fonctionner ainsi? On a dit, après, le jour des élections, oui, il y a eu certaines perturbations dans le pays. On a dit, j'étais où? Qu'on a appris qu'il y a des gens qui étaient en relation avec moi et qui ont participé à ces troubles et que certainement j'ai quelque chose à y avoir. Et puis, les événements du 1er et 2, on nous a accusés d'être parmi les manifestants, d'avoir participé à un attroupement non armé. Et vous savez comment on m'a arrêté? J'ai été arrêté en circulation. Après les événements, je n'ai jamais été arrêté sur un terrain. On m'a arrêté en pleine circulation. On m'a envoyé à la direction générale de la police républicaine. Mais d'abord, avez-vous manifesté en 2019? Vous avez des preuves contre moi? Moi, j'ai posé une question. Mais je ne me suis jamais... C'est vrai que nous ne sommes pas au tribunal, vous n'êtes pas en train de subir une audition. Mais écoutez... Oui, mais dites-nous. Écoutez, j'ai toujours dit... Oui. Qu'il n'y a aucune preuve contre moi. Donc, je n'ai jamais participé à ces manifestations. Vous êtes formel dessus? Très formel. Oui, mais est-ce que ça se comprend? Habib Ahmedessi, oui. Une manifestation contre les élections. Est-ce que Habib Ahmedessi exclusive? Parce que là, vous avez la facilité de dire élection exclusive. Oui. Et dans le même temps, vous croisez les bras. Quand je dis que c'est une élection oui, exclusive, ça veut dire qu'en réalité, que je ne suis pas contre ces manifestations du 1er et 2. Mais vous n'avez pas manifesté? Non, pas du tout. Sérieusement? Des gens se sont dit, mais c'est étonnant quand je dis ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que Habib Ahmedessi doit être à toutes les manifestations? Est-ce que je dois être à toutes les manifestations? Il n'y avait pas plusieurs manifestations non plus à cette date-là. La manifestation à l'université, vous ne m'avez pas vu sur le terrain. Il y a eu beaucoup de manifestations dans ce pays, le Bénin, beaucoup de marches. Les gens attendaient que je sois là, mais je ne suis pas venu. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que c'est Habib Ahmedessi que chaque fois il faut se présenter à des manifestations. Mais on a supposé que j'étais sur les lieux. Si on avait des preuves contre moi, il n'y a pas de souci. On n'a aucune preuve. On m'a arrêté en pleine circulation. On a fait des suppositions. On m'a enfermé pendant 6 mois. 6 mois. Bon, j'ai souffert, comme on le dit, mais
comment, mais je dis toujours, ça veut dire quoi? Enfant, en français, ça veut dire, quand tu es malade et tu veux te soigner, tu dois forcément sentir le médicament. D'accord. Lorsque vous avez fait la prison, quelqu'un est-il venu vous voir ou des gens sont-ils venus vous voir pour des accords? C'est normal. Qui, par exemple? Non, je préfère ne pas. C'est vrai que c'est... Ça vient d'où? Du pouvoir ou de l'opposition? Est-ce que vous savez que quand j'étais en prison, j'ai reçu plus des gens du pouvoir que de l'opposition? Pour quel objectif? Voilà. Je vais vous dire. Oui. Vous savez, dans le combat que nous menons, quand vous avez des problèmes, très souvent, et moi, c'est dans ma tête comme ça. Quand j'ai des problèmes, je sais que c'est possible, c'est fort possible que je ne sois pas soutenu par ceux qui se disent faire le même combat que moi. Quand nous, on était en prison, on n'avait pas réellement le soutien de l'opposition. Et c'est pourquoi beaucoup, quand ils sont dit, vous disent, quand j'étais en prison, je n'ai vu personne. Effectivement, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'ai toujours dit, mon parti politique a été un grand soutien pour moi. Lorsque les gens du pouvoir venaient, mais quand les gens du pouvoir venaient, ils me disaient, mais écoute, oui, tu es là depuis, parce qu'ils sont informés, hein, ils sont informés de tout. Oui. Tu es là depuis. Tu as vu qui? Parce qu'ils savent que personne n'était là. Qui t'entretient? Ta famille. Tu vas continuer avec ça? Le pouvoir te garantit tout. Et quand vous êtes en milieu carcéral, quand on vous dit ça, vous réfléchissez, vous vous trouvez dans une position où... les conditions elles-mêmes... Oui, vous savez ce que c'est pour ceux qui ont fait la prison. Mais moi, j'ai dit, écoute, Habib, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as déjà fait l'expérience de la prison, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es en privation de liberté et qu'il faut céder. Tu défends une certaine cause. Tu n'as rien fait pour être là. Ce qui est sûr, l'histoire t'acquittera. C'est ça qui a fait quand même que j'ai pu résister. J'ai même reçu de l'argent, hein, des gens bien placés du pouvoir qui sont venus me voir pour me donner de l'argent. Écoute, tu vas sortir bientôt, mais écoute, tu ne peux pas continuer. C'est pour ça qu'on imagine mal. Tu ne peux pas continuer. C'est pour ça qu'on imagine mal que vous ayez reçu ces sous-là. Et ne pas travailler pour le gouvernement actuellement. Vous les avez reçus ou pas? Pourquoi il a dit qu'il a reçu de l'argent. Pourquoi non, écoutez, pourquoi quand je suis en prison... Des millions. Non, écoutez, n'allez pas jusqu'à... Quand je suis en prison et que... Même bien avant ça, vous savez, moi, malgré que je sois de l'opposition, j'ai de très bonnes relations avec les ministres de la République. Je suis un ami... très fort de Oswald Omeki. Je peux l'appeler n'importe quand. La fois dernière, je l'ai même appelé, j'ai dit, Fofo, là où je suis là, c'est un peu dur pour moi. Momo Cléné. Momo Cléné. Il me dit, mais tu ne veux pas nous rejoindre? J'ai dit, non, Fofo, quand je t'appelle là, ce n'est pas politique. Mais comment ça se comprend? Il est ministre de la République, il est d'un parti politique, et vous êtes de l'opposition. Oui. Cette relation-là, comment ça se comprend? Il faut, moi j'ai dit, c'est les relations humaines qui font l'homme. Ce n'est pas à cause des raisons politiques que vous allez rentrer dans en tout cas, dans des guerres interpersonnelles. Oui, en prison là. Oui, écoutez, vous avez reçu combien? Écoutez, attendez, pourquoi vous... je voudrais vous dire qu'en réalité, vous êtes allé sur un terrain, laissez-moi vous mettre avant la prison. Avant même la prison, je suis ami au ministre Abimbola. Je suis allé le voir même par rapport à la situation du pays. J'ai dit, mais Fofo, vous et moi, nous sommes amis. Avec ce qui se passe là, est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses? On a discuté. Je suis ami à... Même Orunla, la fois dernière, quand il était venu à l'université, quand il m'a appelé au pupitre, tout ça, là, les gens ont mélangé. Je dis, moi, ce n'est pas à cause de la politique que je vais détruire mes relations interpersonnelles avec ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais quand nous rentrons dans des considérations politiques, nous nous combattons sur des faits, sur des décisions. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec telle décision que vous avez prise. Monsieur le ministre, monsieur le président de la République, je suis d'accord avec telle chose. Quand ils ont commencé par faire asphaltage, j'ai dit, c'est un acquis, c'est pour nous.
Le débat doit être autour de combien on a utilisé, quel est notre degré de satisfaction. C'est le rôle d'un citoyen. Le citoyen n'est pas un griot pour dire on a fait asphalter, il faut apprécier, il faut forcer les gens à apprécier. Revenons à la prison. Tout à fait. Tous ceux qui m'ont rendu visite et qui étaient du côté du pouvoir, j'estime que d'abord c'est des amis qui sont dans un système. Ils estiment qu'en étant dans le système, je peux leur apporter beaucoup de choses. Et si en prison, ils viennent, ils disent, bon, ça là, c'est pour t'aider. Et qui ne me forcent pas, ou bien qui ne m'amènent pas à signer un contrat pour changer mes convictions, mes valeurs, il n'y a même pas un problème. Ce n'est pas de la corruption? Non, c'est de l'achat de conscience? Non, ce n'est pas de la corruption. Comment pouvez-vous quitter la prison après écoutez, la fois dernière, j'étais à Ouida. Je revenais de la plage quand j'ai vu le ministre Ovad Khobeki qui était de l'autre côté. Je voulais le feinter. Quand il m'a vu, je suis allé le voir. Le jour-là, avec mon équipe, il nous a payé à boire. Est-ce que je vais refuser parce qu'il m'a payé à boire? Je vais dire non, je ne prends pas. Lorsque vous faites ça, est-ce qu'après, ça ne va pas entacher votre engagement vis-à-vis de vos pairs? Non, la belle preuve. Est-ce que... parce que l'affection, la sympathie vont entacher l'énergie dans la lutte. Pas du tout. Quand nous rentrons dans des considérations politiques, il n'y a pas question qu'on se fasse du cadeau. Donc, finalement, vous évaluez le montant reçu en prison à combien? Non, mais pourquoi vous voulez savoir? Une idée. Non, mais c'est de petits gestes. Et ce n'est pas... Combien comme ça? Non, mais pourquoi vous voulez savoir combien? Non, mais franchement, parce que ça peut aider à... le Béninois... à élucider ceux qui nous avons un degré d'analyse un peu... généralement un peu faible. Les gens ne savent pas comment prendre les informations. Donc, je préfère ne pas dire telle personne... Ils vont mal interpréter, c'est ça? Bien sûr. Non, bien sûr. Même si vous ne citez pas le nom. Vous avez une idée de ceux qui avait donné le plus gros montant, par exemple. Non. Personne n'avait... Le plus gros montant, c'était combien? Non, écoutez, je préfère ne pas... Oui, mais justement, après votre mais libération... après ma libération, oui. Le discours a quelque peu changé. Justement. Comment ça? C'est pour ça qu'on rejoint encore ma première question dans cette émission. Devenu un peu plus lorsque vous avez bénéficié de toutes ces aides-là, ce que vous qualifiez d'aide, et que certaines sont même évaluées à des centaines de millions. Ah bon? C'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure. C'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure à nous situer sur un montant probable. Non, pas du tout. Est-ce que ces différents gestes ne vous ont pas refroidi dans votre mouvement? Peut-être que vous ne me suivez pas trop, mais je n'ai jamais, à grand jamais, baissé la garde. Alors, Habib. Il n'y a pas cette actualité-là. Oui. Sauf les rapports individuels. Quand, par exemple, le président de la République se lève pour dire nous avons payé des dettes pour les enseignants. Et que l'ancien président de la République, Boni Yaye, se lève pour dire non, le président de la République n'a pas été juste. Vous voulez que je mette ma tête dans ça là? Ça ne me concerne pas. J'estime que les Béninois n'ont pas ce problème. Mais par exemple, quand des enseignants, on soumet des enseignants à une masse horaire de 30 heures par semaine, ça c'est le problème du peuple. Moi, je fais toujours la part des choses. Et je n'ai jamais baissé la garde. Peut-être que mes petites vidéos que j'ai l'habitude de faire, les audios, tout ça, là, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'estime que il faut faire désormais les choses en grand. Est-ce qu'Habib Ahmad-Essi est un espion du pouvoir au sein de l'opposition? Un espion du pouvoir. C'est-à-dire qu'en prison, vous avez eu un deal, un pacte, un accord où on vous laisse votre liberté de sauvegarder votre réputation d'étudiant ou de jeune engagé en politique contre le pouvoir, mais tout en ne desservant plus à une extrémité donnée le pouvoir. J'ai vu un texte comme ça sur moi. Quelqu'un l'a écrit pour dire Habib Ahmad-Essi, on a appris qu'il est ami à certains hommes du pouvoir, tout ça là. Et c'est des appréhensions. Et en tant que démocrate, je ne suis pas conseillant d'appréhension. Je sais ce que je fais, je connais mes convictions et je connais les risques que je prends d'habitude. Mais je vais vous dire,
J'ai été libéré avec plus d'une soixantaine de personnes. Je n'ai jamais fait de deal politique avec quelqu'un. Si j'avais fait de deal, on allait me libérer bien avant. Parce que j'étais dans une position où si tous ceux qui ont été arrêtés dans le cas des événements du 1er et 2 devaient faire 2 ans, je ferais 2 ans. Mais par contre, il y a d'autres qui ont été libérés. Et qui après sont revenus me voir en prison pour me dire, écoute Habib, il faut que tu acceptes de sortir d'ici. Il n'y a pas de combat ici. Et ça dit qu'eux, ils ont accepté. Ils ont accepté. Aujourd'hui, ils sont à leur poste de responsabilité. Ils ont accepté des gens avec qui nous avions fait le combat. Sous la rupture, hein, on était dans des marches ensemble. Il y a une précision que je ne voudrais pas appeler de nom. Oui, mais qui sont allés. Il y a même un dernier qui est aujourd'hui un chef d'arrondissement avec qui, bon, je l'appelle toujours détenu politique parce que nous avons fait la prison ensemble. Mais qui, à un moment donné, il m'a dit clairement, il a dit à tout le monde que nous ne pouvons pas continuer avec cette opposition. Il a élu. Il est élu. Il est encore CA. S'il ne faisait pas ça, il allait perdre son fauteuil. Donc, les gens ont le choix de choisir entre leur intérêt personnel et la conviction qu'ils défendent. Donc vous, Habib Ahandessi, vous n'avez pas décidé d'être un œil de l'exécutif au sein de l'appareil politique adverse. Pour apporter quoi au pouvoir? Pour apporter quoi? Le pouvoir a besoin de renseignements, non? Quel type de renseignements? D'accord. Il faut savoir les par exemple, de l'opposition. Quand vous voyez l'opposition... Afin de bien contrecarrer... Quand vous voyez, par exemple, l'opposition, comment l'opposition s'organise aujourd'hui, vous allez remarquer que rien n'est caché. Et moi, personnellement, je ne suis pas dans des choses cachées. Si je veux organiser une marche contre le pouvoir, je le fais savoir même sur Internet. Qu'est-ce que le pouvoir veut? Je ne suis pas un militaire pour organiser un coup d'État contre le pouvoir. Je ne suis pas... je ne suis pas un rebelle pour intégrer des cercles fermés, pour prendre les armes et enlever le pouvoir. Non. Moi, je suis dans le combat populaire. Et le pouvoir ne peut d'ailleurs pas me prendre comme espion à quelle fin? Je ne vois pas. Habib Ahandessi, on va finir par cette question. La tournée présidentielle. Le président de la République est sur le terrain depuis quelques jours. Il présente son bilan à la population. Vous, personnellement, comment est-ce que vous analysez le bilan du président? Est-ce que vous pensez c'est vrai, il ne l'a pas encore dit officiellement, mais est-ce que, selon vous, est-ce qu'il mérite un second mandat, au vu donc du bilan qu'il présente? Écoutez, j'ai dit sur ma page que c'est du blaguer, tuer. Voilà un monsieur qui est venu au pouvoir, qui a promis des montagnes d'or, des conteneurs d'argent, des trucs du genre. Il en a promis vraiment? Conteneurs d'argent, montagnes d'or. Il sait chercher l'argent. Fait de l'hyperbole. Il sait chercher l'argent. C'est ce qu'il a dit. Malheureusement, il n'est pas arrivé à trouver l'argent. Et il fait 4 ans sans aller au contact de ses mandants. C'est un style de gouvernance choisi. Écoutez, pourquoi avoir décidé aujourd'hui, en cette période, de faire une tournée nationale? Mais il est à quelques mois de la fin de son premier mandat. De son premier mandat. C'est pourquoi je parle de blaguer tuer. Maintenant, dans son discours, j'ai plutôt remarqué une demande de pardon. Je ne vais pas dire pardon. Genre, écoutez, j'ai fait 4 ans, j'ai fait 5 ans, ce n'est pas suffisant pour moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça, c'est votre interprétation. Non, mais quand il a dit, les 5 ans sont passés un peu plus vite, il était même étonné. Et quand ses partisans sur le terrain, talons 10 ans, on peut décider de ne pas voir ça, mais c'est ce qui est. Maintenant, j'ai dit également, le président de la République est allé dans certaines villes où il a demandé aux populations, écoutez, ce qui s'est passé dans un passé récent, oublions. Fermons la page. Passons à autre chose.
Il est allé même jusqu'à demander pardon. Il appelle à la réconciliation. À la réconciliation. Mais le président de la République n'est pas sincère dans ce pardon. Comment Je vais vous dire pourquoi. Vous avez un baromètre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, la sincérité, c'est des faits. Oui. Vous prenez mon téléphone portable. Oui. Et je me bats contre vous. Donnez-moi, remettez-moi mon téléphone. Et puis, quelques temps après, vous revenez me voir. Vous avez mon téléphone dans votre poche. Vous l'avez gardé. Et puis, vous venez me voir pour me dire, écoute, je te demande pardon. Fais-moi cette page. Mais la question que je vais vous poser est mon téléphone portable. Dans le cas d'espèce, quel est le téléphone? Je vais vous dire, oui, dans le cas des gens sont encore en prison. Moi, j'ai fait la prison avec des gens de Chaourou. Certains ont été encore arrêtés. Après la loi. Après la loi. Après la loi. Après la loi. Peut-être qu'ils ont d'autres affaires. Non, écoutez. Manifestations. Et ceux-là sont encore en prison. C'est toujours dans le cadre de... C'est toujours politique. C'est toujours dans le cadre des manifestations. Des gens de Klibon, des gens de Chaourou, des gens de Savet, ceux qui ont trouvé la mort dans les manifestations. Vous voulez qu'ils les ressuscitent? Qui ont reçu des balles et dont les corps sont confisqués. Les parents n'ont pas pu faire le deuil de leur enfant. Confisqué, est-ce que ce n'est pas un peu trop Mais fort? quand vous refusez de remettre le corps... Mais après, la justice doit faire un travail. Mais quand vous refusez de... Non, donc laissons la justice faire son travail. Donc vous trouvez qu'il y a des préalables avant il y a des préalables à régler. D'accord. Quand on demande, quand il estime quand il veut que ses relations s'améliorent avec l'ancien président Boniaï, il y a des comportements. Quand vous avez ces comportements, cela montre que vous ne voulez pas en réalité une certaine réconciliation. Oui, mais est-ce que... Quand le président de la République, bien avant ça, monte au créneau... Lui accorder le bénéfice du doute. Écoutez, quand le président de la République, bien avant ça, monte au créneau pour dire, je voudrais demander, entre griffes, je vais le paraphraser, je ne vais pas dire exactement, et pour qu'on ne m'envoie pas une convocation, il y a la loi sur le numérique. Mais ce que j'ai compris de cette intervention, c'est une mise en garde des anciens présidents qui connaissent leur place désormais. Ça c'est du passé. Aujourd'hui, on parle de la réconciliation. Quand on dit ça, de deux, quand, dans un passé récent, le pouvoir donne la force à des gens qui sont décidés à tuer un parti politique qui est lié directement à l'ancien président de la République, Boni Yayi. Vous parlez de quel parti? Mais vous savez, au niveau des FCBE, tout ce qui s'est passé. Mais le président n'est pas militant FCBE. Écoutez, quand le président sur le terrain dit... Il parle en quand le président donne l'assurance aux partis politiques, les démocrates. Oui, mais qu'ils auront leur récépissé. Ils auront leur récépissé. Oui, quel mal y a-t-il à ça? Je vais vous dire, ce n'est pas le rôle du président de la République. Mais c'est lui le chef de l'administration. Ça veut dire qu'il est le patron du ministère de l'Intérieur. Il n'est pas la loi. Non, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui délivre le récépissé. Il ne dit pas que le récépissé sera délivré. Non. Quand il donne cette assurance, ça montre qu'en réalité, qu'il se substitue à tout ce qui est loi dans ce pays. Il a la possibilité de donner récépissé à qui il veut et à qui il ne veut pas. Finalement, vous ne croyez pas aux propos non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas en ces propos. J'attends que ceux qui sont en prison soient libérés. C'est le premier préalable. Ceux qui sont en exil reviennent participer au développement de leur pays. Mais quand on dit réconciliation, il faut Bantel, lorsqu'il a été interpellé ce vendredi, il a répondu que chacun devrait répondre de ses actes devant la justice. Et qu'après ça, maintenant, le pardon peut intervenir, la grâce présidentielle peut intervenir conformément à la Constitution. Cher ami, oui. Si chacun doit répondre de ses actes devant les juridictions, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais nous savons, nous savons que le chef de l'État, avant d'être président de la République, il était impliqué dans plusieurs dossiers. Vous allez faire des conjectures qu'on ne pourra pas assumer, malheureusement. Bon, voilà. Ici, on est au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Moi, je vais adresser vraiment un message aux jeunes de mon pays, aux jeunes qui s'engagent en politique. Quand nous voyons, chers amis jeunes, quand nous voyons l'atmosphère politique de notre pays, nos aînés ne sont pas dans la majorité des exemples. Et nous, jeunes, nous avons une certaine mission. Notre mission est de montrer que
nous sommes une nouvelle génération de jeunes. Des gens qui ont une certaine conviction, qui ont une certaine constance dans ce qu'ils disent, qui ne disent pas noir aujourd'hui, sans que rien ne change, disent blanc. Je voudrais dire à nos camarades jeunes, les gars, nous sommes jeunes et nous devons construire notre carrière sur de la vérité. Quand ça ne va pas, ayons le courage, quelles que soient nos proximités, de dire ça ne va pas. Moi, j'ai tout intérêt à être avec le pouvoir. Hein. Tout intérêt. Le pouvoir vient de chez moi si je dois être régionaliste. Je suis double fond, je suis de Ouida et d'Abomey. Et chaque fois, des gens me chantent ça dans les groupes d'Abomey. Toi, tu es mal éduqué, tu ne connais pas d'où tu viens, comment ton grand frère au pouvoir, tu le combats. Ce n'est pas de la famille, ce n'est pas des liens les liens de parenté. C'est des questions de conviction. Et quels que soient vos intérêts, ne baissez jamais la garde devant la justice, devant le combat pour l'équité. Et je pense que si nous arrivons à résister face à tout ça, nous allons constituer la classe politique de demain qui va donner l'orientation nécessaire à la génération qui va venir. Parce que si vous avez une bonne classe politique, crédible, où des gens sont sincères, vous donnez lieu au développement. Vous permettez à votre peuple de mieux vivre. Mais quand vous avez une classe politique remplie de menteurs, des gens qui vacillent de jour au lendemain, qui au nom de leur intérêt peuvent aller contre ce qu'ils disent aujourd'hui, le peuple n'a rien. Et la belle preuve, vous voyez, nous continuons de serrer la ceinture. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je vous remercie pour l'invitation. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, du moins, je serai avec vous. Et comme d'habitude, d'ailleurs, Koshimo. Très bien. Merci d'avoir été là. Chers amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Dimanche, tout est permis. Nous avons reçu pour vous Habib Ahandessi. En animation, il était avec Gilles Christ Tidi. Merci et à la prochaine.